Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12e épisode des Invités du Clémy qui portera aujourd'hui sur Brut. Brut, vous connaissez les vidéos, le média a été lancé en novembre 2017, a imposé sa forme dans le paysage médiatique, français. On reconnaît tous, rapidement maintenant ces vidéos courtes avec des montages extrêmement rapides, des sujets très incarnés. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui comment est né ce modèle, d'où vient-il? Quel a été le rôle des GAFAM dans l'hyperpersonnalisation des contenus des plateformes dans son succès? Comment les autres médias se sont adaptés, à ce nouvel ovni dans le paysage, médiatique français et quelles sont les limites de ce format? Pour cela, nous recevons aujourd'hui, et merci à elle d'être ici parmi nous, Aurélie Aubert, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle au sein de l'Institut de la communication et des médias et qui est aussi autrice du livre Une information brute, journalisme, vidéo et réseaux sociaux. Et après son intervention, Valériane, qui est ici présente et qui travaille au pôle studio, le pôle qui crée les ressources pédagogiques, nous parlera d'une ressource créée tout spécialement autour du modèle économique des brutes. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et je suis très heureuse de venir présenter devant vous ce travail. Donc, c'est un travail de recherche que j'ai. On me dit qu'il y a beaucoup d'échos. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que vous êtes la seule à avoir de l'écho ou c'est bon? D'accord. Chez moi, c'est bon. Ok, très bien. Donc voilà, c'est un travail de recherche que j'ai mené il y a maintenant 2 ans. Voilà, le livre est sorti l'année dernière. Sur effectivement ce modèle de ces petites vidéos d'actualité dont Brut est la tête de pont, hein, c'est l'exemple le plus connu en fait. Donc il y a effectivement, merci beaucoup. Voilà, alors je vais être obligée de vous dire quand passer les slides, mais je pense que ça va aller. Donc Brut est l'exemple le plus connu, mais j'ai inclus finalement dans cette étude aussi le modèle de Loopsider, et puis également, si vous connaissez peut-être ces petites vidéos faites par Simone, qui est le groupe Prisma en réalité. Voilà, qui fait aussi des petites vidéos de ce type. Donc, je vais centrer mon propos sur Brut pour expliquer un petit peu voilà, comment c'est fabriqué, quel est le travail des journalistes derrière et aussi, finalement, quels sont les contenus qui sont matérialisés dans ces vidéos parce que c'est vraiment une manière très spécifique de traiter l'actualité. Ici, on a quelques caractéristiques des vidéos brutes. C'est une capture d'écran qui date déjà d'il y a quelques mois. Je dis souvent que j'ai découvert le média grâce à mes étudiants, en fait, hein, en les découvrant dans leurs exposés. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vu surgir comme ça ces petites capsules vidéo pour illustrer des exposés sur des sujets variés. Et j'ai été assez intriguée par la manière par les angles particuliers. Et donc, je suis allée y voir de plus près et j'ai un peu eu accès un peu à un nouveau continent, on va dire, de l'information. Donc voilà, sur cette slide, vous voyez les quelques caractéristiques de ces vidéos. Donc d'abord le format qui a une forme de téléphone portable, hein, un format rectangulaire. Comme vous l'avez dit dans la présentation, c'est effectivement très incarné, c'est-à-dire on a des visages à l'écran, pas systématiquement, mais quand même souvent, avec des gens qui ne sont pas nécessairement connus. À part l'humoriste qui nous explique ce qu'il a dans son frigo, la 4e vignette, ce sont des personnes qui ne sont pas particulièrement connues, ce sont des anonymes qui vont raconter leur quotidien, qui vont raconter voilà, ce qu'ils font. On sent qu'il y a une dimension féministe, qu'il y a une dimension également écolo, hein, on voit avec la dernière des thématiques sur l'écologie, avec la dernière vignette. Voilà, donc on voit un peu des caractéristiques de ces médias.
Ici, c'est une capture d'écran qui a été faite au mois de novembre, peu de temps après l'attaque du Hamas et la réplique israélienne, la guerre à Gaza. Et donc, comme on voit ici, c'est l'actu du jour. Bon, bah, cette actualité-là, elle n'existe absolument pas. On peut passer sur la slide suivante. Je montre également souvent ce type d'image pour les étudiants, et également j'avais aussi fait une intervention dans un SP il y a quelque temps qui montre bien en fait que les caractéristiques aussi de la vidéo sont assez spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas pendant très longtemps le nom des journalistes. D'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est la dernière image sur la vidéo. Rédaction, c'est équipe brute. Alors maintenant, il y a souvent le nom des journalistes parce que ça a été une demande de Facebook depuis maintenant quelques années. Mais au départ, il n'y avait pas du tout le nom des journalistes, ni le nom des monteurs. Bon, les monteurs ont fait aussi, comme les journalistes, ont fait leur apparition. Mais c'est quelque chose d'extrêmement qui est assez peu visible. Et comme je serai amenée à le redire, les journalistes sont très 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 peu visibles à l'écran. On peut passer sur la slide suivante. Ici, quelques verbatims qui viennent d'une enquête réalisée par une de mes collègues qui s'appelle Anne Cordier, que vous connaissez sans doute, hein, qui travaille beaucoup sur les usages numériques des jeunes, qui en 2021 citait ces propos de jeunes gens qui expliquent bien pourquoi ils aiment Brut, hein, donc voilà ce qu'ils disent. Le fait que ce soit de la vidéo avec des vrais gens qu'on montre parler, ils ne peuvent pas tricher, j'ai confiance et c'est plus vrai, dit une élève de collège en troisième. Un autre explique, voilà, Brut, ça porte bien son nom, c'est Brut, t'as pas d'emballage en mode on va vous bidouiller le machin pour vous dire ce que vous devez penser, etc. Donc on voit bien que à la fois le nom du média qui a été choisi et cette manière de ne pas incarner de filtre avec un journaliste, avec une infographie, avec des sous-titres, enfin les sous-titres ils y sont, mais en tout cas avec peut-être des éléments plus précis à l'écrit, tout ça effectivement est censé créer un rapport direct avec les jeunes, les millennials auxquels ce média cherche à, à s'adresser. On peut passer sur la vidéo suivante. Alors, d'où quelques éléments de contexte hein, pour bien comprendre pourquoi ce modèle est apparu. Ici, ce sont des éléments qui viennent des rapports du Digital News Report, qui est un rapport annuel fait par la Fondation Reuters sur les médias numériques. Alors ici, c'est l'évolution des usages entre 2013 et 2021. En rose, vous avez l'ordinateur portable, en gris, la tablette, et en bleu, le téléphone portable. Et on voit bien qu'entre 2013 et 2021, je n'ai pas de chiffre plus récent, mais bon, on voit bien que c'est en évolution. En fait, la consommation, l'utilisation d'un appareil pour accéder aux informations, en 2013, c'était majoritairement l'ordinateur portable. En 2021, c'est majoritairement le téléphone portable. Hein. Et donc ça, on voit bien cette évolution-là. La tablette, finalement, est restée relativement marginale. Hein, c'est la courbe grise en dessous. Donc, il y a un certain nombre de nouveaux acteurs entrant dans le milieu médiatique qui prennent acte de ces nouveaux usages et du fait qu'on utilise son téléphone portable. On peut passer sur la slide suivante, qui montre en fait les principaux réseaux sociaux utilisés pour accéder à l'information entre 2014 et 2022. Donc, on voit ici qu'on a d'abord la part écrasante en fait du réseau social Facebook. Alors, on dit souvent que Facebook est en perte de vitesse, que les jeunes ne regardent plus Facebook, qu'ils vont sur d'autres réseaux sociaux, notamment TikTok. Donc, effectivement, ça se voit ici. C'est toujours issu de ce rapport annuel, celui-ci par contre de 2022 de la Thomson Reuters Foundation. Alors, effectivement, ça se voit hein, sur ce graphique. Donc, c'est la proportion de chaque réseau social utilisé pour accéder aux informations. Hein.
c'est, vous voyez, 4News, hein. Donc c'est du déclaratif dans la dernière semaine, entre 2014 et 2022, et c'est une moyenne sur 12 pays. Donc on voit effectivement que Facebook est en perte de vitesse, mais ça reste le réseau social le plus important, qui est quand même utilisé pour accéder aux informations, même s'il est en perte de vitesse. On voit monter TikTok, c'est la courbe noire entre 2020 et 2022. On voit la part de YouTube importante. Ensuite, vous avez WhatsApp, Twitter. Vous voyez que Twitter, c'est pas du tout le réseau social le plus utilisé, hein, pour accéder aux nouvelles. C'est un réseau social en fait. Alors, pardon, je vois la question qui s'affiche sur la tranche d'âge. Là, c'est tout le monde. Voilà, c'est pas uniquement les jeunes, hein. C'est une enquête qui a été menée sur une population représentative dans 12 pays. Donc, oui, j'étais en train de dire que Twitter, finalement, est assez marginal. Ça reste un réseau social qui est utilisé par des experts, par des journalistes, etc. Alors, excusez-moi, comme je suis dans mon salon pour des problèmes de connexion, j'entends la sonnette. Voilà, mais tout va bien. Donc, sur les jouets du métier, j'ai dit qu'il fallait pas que je sois dérangée. Voilà, tout ça pour dire que Twitter est donc oui, c'est un réseau social pour s'envoyer des messages, mais en France, oui, pour nous, mais en fait, dans plein de pays, c'est un réseau social pour consulter de l'information dans des tas de pays. Alors, j'ai le Liban en tête parce que j'ai une étudiante qui a fait un mémoire là-dessus, mais il y a des tas de pays, au Brésil également, où en fait WhatsApp reste est un réseau social pour échanger de l'information. On peut passer sur la slide suivante, mais si cette slide vous intéresse, je pourrais y revenir dans les questions, hein, bien sûr. Voilà, donc ça explique, ces éléments de contexte expliquent que les nouveaux médias entrant sur le marché, voilà, qui se lance en fait, sont des médias qui vont choisir de se développer autour des usages du mobile, puisque il y a possibilité de toucher de nouveaux publics. Donc il y a une expansion de ce type de médias, souvent dans des démocraties à haut revenu, où le mobile est développé, ou va se développer massivement. Par exemple, l'Inde est un marché qui a beaucoup intéressé Brut, où ils ont développé une rédaction là-bas. Je serais peut-être amenée à y revenir, hein. L'objectif de départ, c'est de se développer sans site web. C'est une stratégie qui a été revue depuis. Maintenant, il y a un site web. Mais au début, hein, quand Brut se lance, donc je ne l'ai pas dit, c'est en 2016, ils n'ont pas de site web et ils revendiquent de n'être diffusés que via les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Leur stratégie, c'est d'être diffusés uniquement via les réseaux sociaux. Donc, ils vont faire des contenus spécifiques pour ces différents réseaux sociaux, avec par exemple le réseau Snapchat, qui assez rapidement, dès 2015, lance des partenariats avec certains médias tout à fait connus, reconnus et tout à fait sérieux, le New York Times, Le Monde en France, beaucoup d'autres médias de ce type, pour avoir des contenus spécifiques qui ne soient pas ceux qu'on retrouve sur les autres réseaux sociaux. Donc, il va y avoir le fameux format Discover pour Snapchat, mais on garde quand même une dépendance massive à Facebook. Comme vous l'avez vu, Facebook reste le réseau social qui est le plus utilisé pour accéder aux infos, et donc c'est quand même avec ce partenaire-là que les médias vont se mettre en place. On peut passer sur la slide suivante. Alors pourquoi Facebook? Parce que le jeu Facebook, en fait, a très vite compris qu'il y avait un marché, en fait, hein, à prendre, qui était celui de la vidéo. Alors pourquoi la vidéo? Là, j'en viens effectivement au modèle de Brut. Alors Brut n'a pas inventé, hein, le format à capsule vidéo que je vous présente ici. Il y a eu d'autres expériences avant Brut. Il y a eu notamment celle de Naosis aux États-Unis, qui s'est lancée en 2012, autour de 2012. Donc pareil, hein, des petites vidéos percutantes, courtes, très incarnées. Il y a eu quelque chose d'un peu similaire fabriqué par Al Jazeera pour une population de jeunes, de millennials, dès 2014. Et bien sûr, tout ça donc en lien avec Meta. Enfin, voilà, aujourd'hui c'est Meta. J'ai mis ici une citation de Mark Zuckerberg
Zuckerberg qui date d'une conférence qu'il avait donnée à San Francisco en 2015 qui s'appelait Les géants de la tech. Mais enfin, c'est une phrase qu'il a prononcée sous une autre forme à plusieurs fois, où il dit Fast forward 5 years, it's going to be video, c'est-à-dire d'ici 5 ans, tout sera vidéo. Bon, le Covid est dépassé par là, c'est pas exactement le cas, mais ce qu'il voulait dire en fait, c'est que la vidéo, c'est très très pratique parce que c'est un contenu qui est facilement partageable, hein, il suffit de l'envoyer, et surtout qui est très monétisable. Pourquoi c'est monétisable? Parce que on peut facilement insérer des pages de publicité. Quand on est devant son écran de télé, qu'on regarde la télévision traditionnelle, si je puis dire, quand il y a une page de publicité, on peut se lever, on peut aller faire autre chose, on peut tout à fait voilà, se promener et revenir plus tard. Quand vous regardez une vidéo qui est courte, vous êtes prisonnier, entre guillemets, hein, je mets des guillemets évidemment, hein, mais voilà, alors parfois sur YouTube, on peut passer la publicité, mais pas toujours, hein, au bout d'un moment, elle reste. Et quand voilà, vous êtes là à regarder un contenu qui va durer entre 5 et 10 minutes, ou même 3 minutes, bon, bah, vous n'allez pas vous lever pour faire autre chose. Donc la publicité, on est obligé de la regarder en réalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est un format très intéressant et surtout qui doit être court. Voilà. Donc, Facebook a développé à partir de 2015 un soutien logistique et financier très important pour ces producteurs de contenu pour produire de la vidéo. Et parmi ce soutien logistique, ils ont développé un outil que vous connaissez bien évidemment maintenant, qui est Facebook Live, qu'ils ont commercialisé largement auprès de leurs producteurs de contenu. Alors quand je dis producteurs de contenu, c'est à la fois des médias classiques, des médias pure player type Brut, mais c'est aussi un influenceur qui va avoir 1 million, 2 millions d'abonnés. C'est tout le monde en fait, hein. Pour Meta, pour Facebook, que vous soyez un producteur de contenu classique ou que vous soyez un média, vous êtes sur le même plan en fait, hein. Et donc ce soutien logistique et financier, il est important et il a été proposé à des médias comme Brut notamment, qui se lancent en 2016. On peut avancer. On peut avancer de slide. Voilà, merci. Donc, on voit à partir du milieu des années 2010, des éditeurs comme médias qui commencent à produire des contenus. Et il y a un autre élément important, évidemment, c'est qu'une fois que ces contenus sont diffusés, eh bien, ils peuvent récupérer les données à propos des utilisateurs, selon ce que les utilisateurs postent, selon ce qu'ils diffusent sur les différents réseaux sociaux. Donc, c'est le cas de Brut, mais c'est aussi le cas de Loopsider, de Combini, etc. Ces médias-là observent de manière très précise ce qui se passe du côté de leurs abonnés, à leur page Facebook, à leur page Twitter, etc. Regardent un petit peu ce qu'ils repartagent, regardent ce qui les intéresse, et en fonction de ça, vont pouvoir reproposer des contenus qui intéressent leur communauté, hein. Donc c'est vraiment ça le modèle. C'est une circulation médiatique qui produit donc des données et qui fonctionne sur ce que les médias sociaux appellent l'engagement. C'est un terme de marketing, hein, qui n'a strictement rien à voir avec porter la plume dans la plaie d'Albert Londres, hein, bien sûr. On n'est pas dans l'engagement journalistique. Ici, l'engagement, vous le savez sans doute, hein, c'est le nombre d'interactions qu'il y a sur une page, le nombre de commentaires, de likes, de petits pouces levés, etc., rapporté au nombre d'abonnés ou de vues sur une page, hein. C'est ça, le taux d'engagement. Et c'est l'élément le plus important pour ce type de médias qui circulent uniquement sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui va déterminer le prix de la page publicitaire. Le taux de rétention, c'est le temps qu'on passe sur une vidéo. Et ça, c'est un paramètre, par exemple, très important dans l'algorithme de YouTube, plus que sur l'algorithme de Facebook, qui ils sont pas tous paramétrés de la même manière. Voilà, donc soit taux d'engagement, soit taux de rétention. En tout cas, pour ces médias-là, il faut créer de l'engagement, il faut créer de la rétention. Et évidemment, il y a des recettes, je vais vous les expliquer ensuite.
Donc, on voit bien que les métriques sont employées pour vérifier s'il est rentable ou non de produire certains types de contenus. Donc, si un contenu n'est pas partagé, si un contenu n'est pas commenté, eh bien, il n'a pas d'intérêt pour ces médias-là et il va être mis à l'écart. Il sera plus, il va mourir de sa belle mort. Voilà. Et on voit bien qu'il y a évidemment une dépendance envers les plateformes, puisque c'est par ces plateformes de réseaux sociaux, Facebook en tête, que peut se faire la circulation de ces médias et bien sûr la monétisation, puisqu'il y a des pages publicitaires qui sont insérées. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc j'ai remis ici quelques éléments sur le modèle économique de Brut, mais je sais que la ressource qui vous sera présentée est plus précise là-dessus. Donc, alors, Brut, entre le moment où j'ai commencé mon enquête et aujourd'hui, l'entreprise, en fait, s'est énormément diversifiée. Ils ont développé notamment une plateforme de vidéos à la demande, bon, qui finalement n'a pas fonctionné et qui est fermée maintenant. Ils ont développé aussi une plateforme d'achat en ligne. Bon, mais là, je me centre vraiment sur Brut Média, on va dire, hein, sur les vidéos que vous connaissez. Donc, ils gagnent de l'argent avec ces revenus publicitaires qui proviennent des encarts insérés dans les vidéos. Autre grosse ressource, le brand content ou en bon français le publi reportage. La ressource qui vous sera présentée va porter là-dessus. Et puis, il y a un autre élément important qui est que Brut ayant voilà, masterisé, si vous me permettez cet anglicisme, en tout cas est très très performant dans la façon de faire circuler des vidéos pour des marques, et bien en fait ils font du conseil éditorial pour ces grandes marques pour améliorer leur visibilité, pardonnez-moi pour la faute de frappe, pour améliorer leur visibilité en ligne. Voilà. Alors, il faut quand même noter que, en tout cas jusqu'en janvier 2023, bon, j'ai pas d'informations plus récentes parce que je suis passée à un autre sujet de recherche depuis, mais en tout cas, le modèle n'était pas à l'équilibre. En 2023, ça a été un peu une annus horribilis hein, pour eux. Ils ont refait un appel de fonds, hein, donc ils font des appels de fonds de plusieurs millions. Ils en étaient au troisième en 2023, mais ils ont aussi dû fermer, parfois de manière assez brutale, leur rédaction. Ils ont fermé une rédaction au Mexique parce qu'ils ont essayé de se développer dans plusieurs pays du monde. Ils ont fermé leur rédaction en Chine, dans ma connaissance. Ils ont énormément réduit leur rédaction à New York. Voilà, donc c'est un modèle qui est encore pas complètement à l'équilibre, on va dire. Hein. Voilà. On peut avancer sur la slide suivante. Alors, une de mes hypothèses pour ce travail, c'était de montrer qu'il y avait vraiment une évolution de la ligne éditoriale dans le temps qui s'explique par les métriques de consultation. Donc, on a des contenus qui sont très axés sur l'écologie, qui sont très axés sur la question des discriminations, des violences faites aux femmes. Hein. C'est un média qui se revendique féministe. Bon, je mettrai des nuances, mais il y a effectivement pas mal de choses quand même, de contenu là-dessus. Qui, comme vous l'avez vu dans la première slide que j'ai présentée, est très, très incarné. Alors, j'ai essayé de voir s'il y avait une corrélation avec les métriques de consultation. Je ne vais pas trop vous assommer de tableaux, mais ici, ces deux-là me paraissent intéressants. C'est un tri entre la période de diffusion. Là, c'est à gauche, vous avez les périodes de diffusion. C'est P1, P2, P3. Donc, j'ai fait des carottages. Hein. J'ai commencé la première période, P1, c'est 2016, et puis ça se termine en 2019 quand je termine l'enquête, en tout cas empirique. Et puis voilà, j'ai croisé ça avec le fait de savoir si la vidéo présentait une histoire, une initiative personnelle, parce que ça c'est un angle vraiment récurrent chez Brut. Hein. Est-ce que la vidéo présente une histoire, une initiative personnelle? On voit qu'au début, hein, c'est la première case verte foncée, 70,2. Sur 100 sujets diffusés en 2016, fin 2016, au moment où Brut se lance,
la plupart des contenus ne présentent pas d'histoire personnelle. Voilà, c'est pas un angle en fait qu'ils ont repéré. Bon. Alors qu'à la fin, c'est la case en bas à droite de ce tableau numéro 10. Je suis désolée pour les numéros, hein, c'est issu de mes archives personnelles, j'ai pas eu le temps de les changer. Donc, en période 5, sur 100 sujets diffusés, vous en avez quasiment 1 sur 2 où on a cet angle de l'histoire personnelle. Et quand on compare ça avec le nombre de likes, donc les likes, en fait, je les ai récupérés, je ne l'ai pas précisé dans ma méthodologie, mais je pourrais le réexpliquer, hein. Alors, je répondrai aux questions peut-être après. Donc, quand il y a un certain nombre de... oui, les likes, je les ai récupérés via l'INA. Enfin, toutes les données, en fait, hein, l'INA qui archive les médias m'a donné ces informations-là. Donc, sur 100 sujets qui sont diffusés, qui ont de 1000 à 5000 likes, c'est sur YouTube, hein, ce sont des données YouTube, eh bien, on voit que majoritairement, la vidéo raconte une histoire personnelle, hein. C'est les cases en vert. Alors, je travaillais avec un logiciel en fait qui montre les attractions de modalité entre les cases. Donc, ce sont les cases les plus significatives, les correspondances qui sont les plus significatives qui apparaissent en vert. Voilà. Donc, quand il y a beaucoup de likes, alors c'est pas nécessairement sur les histoires personnelles, mais enfin, on voit bien que quand la vidéo ne raconte pas d'histoire personnelle, alors NP c'est non pertinent, c'est-à-dire que la vidéo n'est pas incarnée, eh bien en fait, elle n'est pas likée, et donc c'est pas intéressant pour Brut. On peut avancer sur la slide suivante. Où c'est une autre manière de présenter les choses, donc croisée avec le taux d'engagement. Alors ici, vous avez les rubriques, les différentes rubriques. Ça, c'est mon propre classement, hein. J'ai fait un petit classement selon un certain nombre de rubriques que je repérais. Donc bio, par exemple, ce sont les sujets biographiques qui s'appellent chez Brut Une vie. Où il y en a beaucoup, sujets culture loisirs, les sujets sur la discrimination, des sujets économiques, les sujets sur l'environnement, etc. Bon, on voit qu'effectivement, ce sont les sujets sur l'environnement qui ont le taux d'engagement le plus fort. Bon, c'est un taux d'engagement que j'ai calculé moi-même parce qu'il me manquait les partages, donc il est moyennement significatif, mais voilà, j'ai travaillé avec les données que j'avais sous la main, avec les données de Brut. Voilà, donc les taux d'engagement les plus hauts sont corrélés avec les sujets environnement. Les taux d'engagement les plus bas sont corrélés avec les sujets politiques. Alors, ce que j'ai appelé, c'est l'avant-dernière ligne du tableau, les sujets légers politiques, c'est ma propre classification. Un sujet léger politique, c'était un peu la marque de Brut au début, hein, quand Brut s'est lancé. Ce sont des anciens du petit journal de Canal+, hein, qui travaillent pour eux, qui ont lancé le média. Et donc, ils avaient l'habitude de faire des sujets rigolos. On voyait des hommes politiques pris à leur propre piège de leurs déclarations contradictoires, etc. Et en fait, ces sujets-là, sur Brut, ça ne marche pas. Ils ne sont pas partagés. Donc, en fait, ils disparaissent au fur et à mesure de la période. C'est assez intéressant de voir. Il y en a énormément au début et plus du tout à la fin. On peut avancer. Alors, de quoi ça parle? Alors, ici, je me réfère à l'enquête que j'ai menée donc sur des données entre 2016 et 2019. Donc, ça a évolué, hein, depuis. Brut n'est pas resté complètement à refaire exactement les mêmes contenus. Ils ont diversifié leurs rubriques, etc. Mais ce sont quand même des éléments qui sont tout à fait structurants de leur ligne éditoriale. Donc on voit des femmes, certes, hein, Brut se revendique être un média féministe, donc oui, il y a des femmes, mais en fait, il n'y en a pas plus, en tout cas dans la période que j'ai étudiée, il n'y en a pas plus que dans les médias traditionnels. J'ai mis ici les chiffres, donc là ce sont mes propres relevés manuels, et je m'appuie également sur l'enquête du CSA, à l'époque c'était le CSA de l'année 2019, qui présente exactement les mêmes chiffres. C'est-à-dire, en 2019, à la télévision, il y avait 32% d'oratrices et 60% d'orateurs. Oui, donc j'ai vu passer le message. Oui, effectivement, Brut a été lancé par d'anciens de Canal+, donc le producteur Renaud Levanquim, Laurent Luquin, qui était le rédacteur en chef du Petit Journal, période de Yann Barthès, et son PDG et Guillaume Lacroix, qui est aussi un ancien de Canal.
Donc on parle pardon, des femmes, mais en fait elles ne sont pas tellement plus nombreuses à intervenir que les hommes. Énormément d'histoires personnelles et individuelles, avec l'angle du handicap ou de la discrimination. Et ça se termine toujours bien, c'est-à-dire que ces histoires sont des histoires de handicap ou de discrimination surmontées, où on va avoir un discours très libéral d'une certaine manière, hein. Bah, moi, je m'en suis sortie à la force du poignet, par ma volonté, etc. C'est beaucoup ce genre d'histoire qui est raconté. Du journalisme de solution, ce qu'on appelle journalisme de solution, plus de second degré, hein, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire le second degré en fait marche pas bien. Ils n'ont pas été capables de m'expliquer pourquoi, parce que je fais des entretiens, mais ça va pas très bien. Et puis beaucoup donc de sujets de société ou de sujets portant sur l'environnement. On peut avancer. Alors, si je reviens sur les femmes, par exemple, on a des femmes qui sont proportionnellement plus souvent des anonymes que des expertes. Et elles sont souvent également en position de victime. Ici, par exemple, j'ai croisé le genre homme ou femme avec la catégorisation de la vidéo. Est-ce que la vidéo parle d'un handicap ou d'une discrimination qui a été en général surmontée? Enfin, pas toujours, mais bon. Et on voit bien que les femmes, finalement, apparaissent plus souvent dans des sujets où on parle d'un handicap ou d'une discrimination, ce qui n'est pas le cas des hommes, hein, comme vous le voyez ici. C'est un exemple avec une petite illustration à droite. On peut avancer sur la slide suivante. Autre caractéristique également qui m'a intéressée, c'est la disparition de l'expert au profit de l'anonyme. Alors, les experts, il y en a vraiment très très peu. Donc vous le voyez ici. Ensuite, je suis rentrée dans les vidéos. Donc je ne l'ai pas précisé, mais j'en ai analysé un peu plus de 800 hein, sur la période entre 2016 et 2019. J'ai fait des carottages sur certaines périodes. Et puis ensuite, j'ai pris plus spécifiquement les vidéos incarnées, hein, où on avait quelqu'un qui parle. J'ai essayé donc de caractériser dans quelle position se trouvent ces personnes. Alors, très très souvent, ce sont des anonymes qui parlent de ce qu'ils font, de ce qui leur est arrivé, etc. Et on voit que la part des anonymes, vous voyez, augmente avec le temps, hein. Ils sont finalement sur la première période, ils sont que 3%, enfin 3% des sujets présentés font parler un anonyme, alors que sur la quatrième personne, il y a 32% des sujets. Sur les experts, au début, il n'y en a pas du tout. Après, il y en a un petit peu, puis ensuite, on les abandonne. Enfin, un peu, voilà. Bon. Par contre, on va voir monter les militants. Hein, vous voyez, les militants, au début, il y en a très peu. Puis, il y en a un peu plus en période 2, encore un peu plus en période 3, puis ça redescend. Voilà. Et les politiques sont très, très présents à la première période. Et puis, ensuite, ils ne disparaissent pas totalement, mais enfin, ils sont quand même beaucoup moins importants. Et donc les experts qui sont déjà très très peu nombreux, évidemment, sont en fait remplacés par des anonymes avec parfois un mélange des genres un peu douteux, si je puis dire, ou en tout cas difficile à bien comprendre. Ici, on a une illustration avec ce jeune homme qui est le président de l'UNEF de Poitiers, comme c'est indiqué, qui témoigne au moment où Macron baisse les APL. C'est une vidéo qui date de 2017. Et on ne sait pas s'il témoigne en tant qu'étudiant ou bien s'il témoigne en tant que président de l'UNEF. Je n'ai toujours pas réglé la question d'ailleurs. Voilà, mais c'est assez caractéristique de cette frontière un peu floue entre l'expert et l'anonyme. Bon, voilà. On peut passer à la vidéo, la slide suivante. Alors un autre point, voilà, qui m'a évidemment beaucoup interrogée quand quand je me suis plongée dans ce média, c'est l'effacement du journaliste et de la contradiction. Ici, ce sont deux citations de journalistes que j'ai interrogés, que j'ai anonymisés ici, que je trouvais intéressantes. Alors, je ne vais pas forcément vous les relire en entier, mais quand j'ai fait une analyse de contenu, j'ai aussi fait des entretiens avec à la fois les fondateurs de ces médias, donc Brut et puis un certain nombre d'autres médias vidéo, et des journalistes qui les fabriquent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces journalistes incorporent totalement
cette idée selon laquelle il ne faut pas il ne faut pas qu'ils apparaissent à l'écran, en fait, hein. C'est ce que me dit la première. Elle me dit, oui, je pense personnellement que le journalisme incarné agace. Bon, à mon avis, elle a tort parce que le journalisme incarné, on l'a bien vu avec l'exemple d'Hugo Décrypte et puis il y en a d'autres aujourd'hui. En fait, il est revenu. Mais bon, en tout cas, elle le vit comme ça. C'est une interview qui date de 2019. Vraiment, on voit tout le temps le journaliste dans le sujet, dans les sujets, on entend tout le temps le journaliste. Et je pense que le média pour lequel elle travaille, c'est mieux parce qu'on s'immerge dans ce que la personne va nous raconter. Voilà. Euh, Autre journaliste, à un autre moment, qui m'explique qu'il y a une charte de filmage, elle me dit ça, hein, la charte, elle est informelle, on est face caméra, face cam, la personne regarde la caméra pour être au plus près. Ce n'est plus l'interview télé où on voit la personne de profil et puis il y a tel espace qu'on avait appris à l'école. Non, vraiment, là, on fait attention à ce que ce soit face cam. Les personnes doivent s'adresser directement, type réseaux sociaux, comme ils le feraient sur leur portable. Voilà. Et on voit bien que ils ont vraiment, les journalistes ont incorporé cette manière de faire. Et d'ailleurs, on ne les entend pas et on ne les entend pas poser des questions. On peut passer sur la slide suivante. Alors, il y a une vidéo dedans. Il est possible qu'elle se déclenche. Voilà. Alors, comme on n'a pas énormément de temps, je ne vais pas la passer. Mais vous pouvez la retrouver, elle figure sur YouTube si ça vous intéresse. 3 conseils pour bien choisir ses cosmétiques. Je la passe souvent cette vidéo parce que je la trouve tout à fait symptomatique. Donc ici, c'est une jeune femme qui a fondé une appli qui permet de voir la composition chimique des cosmétiques. Et elle met en garde contre les fausses promesses des cosmétiques qui se disent bio, mais qui ne le sont pas en fait, d'après elle en tout cas, ou qui ne le sont pas suffisamment. Et donc elle donne des conseils voilà, pour bien choisir ses cosmétiques. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, la vidéo est construite avec des chapitres, premier conseil, deuxième conseil, troisième conseil, et elle déroule son argumentation, qui est plutôt bonne d'ailleurs, sans aucune contradiction. Et bon, c'est une vidéo que je passe parfois aux étudiants pour bien leur faire comprendre que euh, le sujet est intéressant, il y a une vraie information dedans. Mais dans un sujet classique de télé, par exemple, il y aura une contradiction. C'est-à-dire que le journaliste, il serait allé poser des questions à l'industrie des cosmétiques classiques pour avoir le contradictoire. Et en fait, là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est vraiment symptomatique des vidéos brutes. Il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de journaliste à l'écran. Alors, ça a un peu changé depuis, hein, depuis la fin de mon enquête. Je vois quand même qu'il y a plus de journalistes à l'écran. Ils se mettent un peu plus en scène à poser des questions, mais bon, c'est quand même pas l'essentiel. On peut avancer. Voilà. Donc, on a une absence de débat finalement dans cet espace public numérique hein, qui est assez révélatrice. Donc, j'ai mis ici quelques sujets qui m'ont semblé totalement absents. Alors, on ne parle pas de terrorisme, hein, pourtant, il y a eu quand même beaucoup de malheureusement d'actes terroristes hein, dans la période que j'ai étudiée. Donc ça n'apparaît pas, ou alors c'est vraiment très lointain. Ce sont des témoignages extrêmement positifs de personnes qui essayent de surmonter ce qui leur est arrivé. Mais enfin voilà, il y en a quand même très peu. J'ai noté aussi, ça m'avait intéressé, que l'affaire Mila, dont vous vous souvenez peut-être, n'avait pas du tout, n'apparaissait absolument pas dans mon corpus, alors que à cette époque-là, ça battait son plein. Mon hypothèse, c'est que c'est une affaire très clivante, dont en plus l'extrême droite s'est emparée. Donc ça, c'est pas du tout un sujet pour Brut, hein, qui essaye d'avoir des sujets qui sont très lisses, très voilà. Voilà. Et puis, il y a également le rôle de la puissance publique qui n'apparaît pas. Donc, à aucun moment, on va avoir un sujet, par exemple, sur des mesures mises en place pour combattre le chômage ou je ne sais quoi, ce genre de reportage qui, par exemple, existe souvent en télévision. Hein. La puissance publique, elle n'existe pas. Ou alors, si elle existe, c'est pour la mettre en accusation, entre guillemets. C'est l'exemple de la petite illustration que j'ai mise ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un angle très fréquent dans les vidéos brutes que j'ai analysées, c'est l'imputabilité des dirigeants publics. C'est-à-dire il faut leur faire rendre des comptes. La figure de proue pour ça, c'est Greta Thunberg, qui apparaît à l'époque que j'ai étudiée. Ici, c'est l'affaire du siècle.
qui est cette mise en examen enfin pas mise en examen, mais en tout cas l'État qui a été poursuivi pour inaction sur la question climatique, d'ailleurs dont j'ai vu que ça avait plus ou moins abouti sur certains aspects depuis. Voilà, donc là c'est vraiment typique de cette couverture. Donc c'est à la fois, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans Brut, et on pourra peut-être y revenir dans les questions, on est vraiment dans des sujets qui sont importants, qui touchent à des vrais problèmes de société, à des véritables questions, des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes publics, mais qui sont traités sans contradictoire, de manière assez lisse, et sans aucun débat finalement, hein. On peut avancer sur la slide suivante. Je pense qu'on va arriver vers la conclusion dans mon souvenir. Oui, alors, voilà, bon, sur cette slide-là, très rapidement, ce que je développe dans l'ouvrage, hein, c'est l'idée que, en fait, Brut va développer un modèle de délégation de l'action. C'est-à-dire plutôt, on va faire prendre en charge une action par des militants, par des anonymes. C'est pas le journaliste qui dit, ou le média qui assume une parole, c'est à la société civile de dire sa vérité. Voilà. Et la rédaction, elle s'efface derrière avec une ligne éditoriale très souple, très plastique, etc. Voilà, on peut aller sur la conclusion. L'un des critères de conception, oui, c'est celui du partage, je l'ai déjà dit, on peut avancer. Alors, attendez. Oui, voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer. C'était sur le fait qu'on a donc une adaptation des médias traditionnels à la vidéo aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que Brut, en fait, a fait des émules. Le fait que, en fait, maintenant, tout le monde consulte par son téléphone portable, avec voilà, ces petites vidéos sous-titrées, c'est très, très, très partagé. Tous les médias le font. Avec des tons spécifiques. Donc, il y a eu une époque où tout le monde voulait absolument faire sa vidéo à la brute. Bon, maintenant, c'est un peu passé, heureusement. Et donc, il y a des tons spécifiques qui sont trouvés, avec une nécessité de se démarquer dans le flux des vidéos, parce que, vous l'aurez noté, évidemment, on reçoit ces flux de vidéos comme ça via des applications, des réseaux sociaux, mais tout ne vient pas des médias. Et donc, il faut apparaître vraiment avec une marque spécifique. Donc, c'est les deux dernières captures d'écran que j'ai faites sur les deux dernières slides. Voilà. On voit bien qu'il y a des contenus adaptés à chaque plateforme. Donc, ici, c'est le service vidéo du Monde qui crée des contenus vidéo. Alors, ici pour TikTok. Au départ, ils ont commencé pour Snapchat, hein, je l'ai dit. Donc, ils ont un service vidéo qui est très étoffé au Monde, hein, qui est fait avec des jeunes journalistes très bien formés, dont certains d'ailleurs ont été débauchés par Le Monde venant de ces applis, enfin de ces médias comme Loopsider, comme Brut, hein, parce qu'ils savaient faire. Voilà, donc c'est sur des sujets tout à fait sérieux qui sont en fait du décryptage, hein, voilà, ici c'est l'application vidéo de TikTok, enfin pour TikTok. Et puis sur la dernière slide que je peux commenter rapidement avant de passer aux questions. Donc voilà, ce sont des captures d'écran que j'ai faites là récemment en mai 2024. Les fameux shorts, alors ça c'est le format YouTube. Ici à gauche, vous avez TF1 à droite, France Info à droite, pardon, excusez-moi, TF1 à gauche, France Info à droite. Bon, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce qui les différencie finalement? On voit que sur TF1, il y a plus d'émojis, hein, dans les petits discours d'escorte qui accompagnent, il y a plus d'émojis. On retrouve dans les deux cas des sujets incarnés. Voilà. Alors sur TF1, c'est fait en fait avec des contenus de la chaîne et des contenus d'information de la chaîne notamment. Mais on va être dans un ton un peu léger, vous voyez, avec vraiment les codes de la vidéo qu'utilisent les jeunes, etc. Alors que sur France Info, on va garder un ton un peu plus sérieux, avec la charte graphique de France Info derrière, qu'on retrouve. Alors ici, malheureusement, ça ne se voit pas, mais en fait, quand on clique sur la vidéo, apparaît le nom de la chaîne et il est bien spécifié
France Info est une chaîne d'information en continu du service public. Voilà, parce que c'est pour que la personne qui regarde ait conscience de ce qu'il regarde pour voilà, se repérer dans ce flux incessant de choses qui nous arrivent dessus. Donc voilà, depuis la fin de mon enquête, je dirais que ce qui a émergé, c'est ça, hein, c'est finalement que tous les médias se sont mis à ce genre de format en cherchant leur ton spécifique, mais c'est devenu un incontournable de l'information. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je pourrais répondre aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Alors j'ai quelques questions qui commencent à arriver dans le chat. Valériane, si ça te va, on va peut-être répondre aux quelques questions qui vont arriver avant de te laisser la parole. Donc, alors, utilisateur inconnu qui me dit est-ce le même type de narration, c'est-à-dire sur Brut et sur Le Monde et France Info et TF1 ou Oui. Oui, Alors, pas tout à fait, effectivement, c'est une bonne question. Pas spécifiquement. France Info, notamment, réutilise beaucoup des petits morceaux d'interviews qui sont passés sur leur chaîne ou sur leur chaîne d'infos en continu ou bien radio. Donc, ça va être moins l'histoire de quelqu'un qui se met en scène, ça va être plus informationnel. TF1 fait des choses un peu plus rigolotes avec des contenus, voilà. Et Le Monde, je vous invite à aller voir aussi leurs vidéos. Alors, c'est très, très différent, c'est très pédago, très mis en scène, beaucoup d'infographies, beaucoup de tableaux. Et, là aussi, il y a aussi une façon de raconter différente. Sur TikTok, il y a la mode du do it yourself. En tout cas, on m'avait expliqué ça. Donc, c'est fait à la main, un peu artisanal. Sur Snapchat, il y aura une autre façon. Donc, non, ce n'est pas toujours les mêmes types de narration. Par contre, on est toujours dans un format court, percutant, avec une accroche, parce que c'est ça qui est très important, évidemment, pour garder le spectateur, enfin, l'internaute. très bien, merci. Une petite remarque de la part d'un autre utilisateur inconnu qui dit que d'après Wikipédia, c'était plutôt le grand journal. Alors, de mémoire, si je ne me trompe pas, vous me le dites si le petit journal était une séquence du grand journal Oui, tout à à fait. l'origine, Tout à fait. Et avant de devenir une voilà, émission à part entière et de changer de chaîne. tout à fait. Et Renaud Levanquin était effectivement le producteur du Grand Journal. Et puis avant, il avait effectivement produit d'autres émissions de Canal. Ensuite, on a Valentin Boudonnet qui nous dit merci pour le webinaire. Une petite observation personnelle et pas une question. J'ai l'impression que le JT de France 2 s'inspire pas mal de Brut sur certaines de ses interviews. L'interviewé est en format portable et les images sont plus documentaires à côté. Et la chaîne en continu de France Info, il y a des capsules, de la musique feel good, sans journaliste, avec des sous-titres qui reprennent exactement le format Brut. Oui, tout à fait. Oui, oui, vous avez bien noté. Alors, en plus, il y a un partenariat entre France Info et Brut. D'ailleurs, moi, au départ, j'avais vu les vidéos Brut sur la chaîne d'info en continu, en fait, hein, parce ils ont un partenariat avec eux. Donc oui, ils se sont un peu inspirés de ça, tout à fait. Et j'ai noté sur le JT de France 2 que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, effectivement, l'apparition de ces petits formats portables. Je pense qu'il y a un autre élément qui explique ça, c'est aussi justement le développement de la visio, hein, et le fait qu'on s'est habitué à se voir par écran interposé sur des formats ordinateurs, en fait. Donc, je pense que c'est lié à ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entretiens maintenant qui sont faits comme ça en visio. Alors, et les journalistes ne se déplacent plus, ils gagnent du temps, ce qui explique aussi ces petits formats rectangulaires qu'on voit au JT de France 2, je pense. Oui, probablement. Merci beaucoup, c'était fort intéressant. Est-ce que dans vos entretiens, vos interlocutrices ont qualifié ce qui, selon elles et eux, relevait du journalisme, la sélection des sujets, la recherche des personnes qui témoignent? Une question donc de Virginie Ritimo. Oui, tout à fait. Alors, les gens que j'ai interrogés sont des journalistes, hein. Ils sortent tous d'écoles journalistes, plus ou moins reconnus par la profession. Ceux qui vont... Alors, certains font un peu de publi-reportage, mais ils essayent d'en faire pas trop. Et puis, par la suite, Brut et ses concurrents ont recruté des gens qui font que du publi-reportage pour bien séparer les genres. Donc, qu'est-ce qui relève du journalisme? Pour eux, ils font du journalisme. Simplement, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que voilà, ils vont sélectionner certains types de sujets. C'est-à-dire, ils m'ont dit, il faut que le sujet, on puisse l'illustrer. S'il n'y a pas d'illustration, s'il n'y a pas d'image, c'est pas un sujet pour nous. Donc,
on oublie, voilà. Ensuite, il y a une ligne éditoriale, très clairement, et à Brut, les équipes de direction leur demandent de faire des sujets qui soient partageables. Ils ont des journalistes qui sont très jeunes et ils leur disent, bah voilà, il faudrait que ce soit quelque chose que vos copains puissent partager. Donc voilà, à partir du moment où ils acceptent cette ligne éditoriale, ils acceptent le format, bah, ils vont faire des entretiens, ils vont chercher à illustrer, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne se posent pas tellement la question du contradictoire. Pour eux, c'est un donné, c'est le format est comme ça, et donc ils le prennent comme il est. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour les questions. Alors, je rajoute juste une dernière petite remarque avant de laisser la parole à Valériane, de Isabelle Doza qui nous annonce, qui nous dit que, je pense qu'elle a dû aller vérifier les chiffres, l'équilibre financier de Brut a été atteint en 2023 et ils sont bénéficiaires pour l'exercice 2024, donc je pense la première moitié de l'exercice 2024. Eh ben, je suis très heureuse pour eux. Et je vous propose donc de Parfait. laisser la parole à Valériane. Si d'autres questions arrivent, on pourra toujours les reposer ensuite. Et qui va donc nous présenter la petite ressource du Clémy sur Brut. C'est ça, je vous partage tout de suite mon écran, en espérant que cela fonctionne bien. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu toutes ces informations sur Brut, eh bien, on a envie de savoir ce qu'on peut en faire avec nos élèves, avec vos élèves en l'occurrence. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. J'espère que vous voyez bien la présentation. Oui, j'ai l'impression que oui. Donc, ce qu'on a eu l'occasion de faire au pôle studio du Clémy, c'est une ressource sur le modèle économique de Brut. Il faut savoir qu'au départ, on ne savait pas trop par justement quel bout prendre Brut, puisque il y avait plein de choses et plein de fils potentiels à tirer et plein d'éléments à aborder avec les élèves sur ce média, puisqu'il faut savoir que nous, on essaye d'aller souvent en classe pour justement essayer de voir comment les élèves s'informent. Et Brut est un média très, très souvent cité par les élèves comme source d'information. Donc, une fois qu'on a eu ce constat que Brut était souvent utilisé, on s'est dit que il fallait une ressource et une activité pédagogique à faire en place pour justement aller un petit peu plus loin et puis comprendre un petit peu comment ce média fonctionnait. Et donc, comme on ne savait pas trop par où commencer, notre méthode de travail a été de répertorier tous les sujets publiés par Brut sur un mois donné, en l'occurrence février 2023. Et on les a répertoriés sur pratiquement toutes les plateformes. En tout cas, on a fait Facebook, Instagram et TikTok. Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte justement de la part plutôt importante des publi-reportages dans les vidéos postées sur les différents comptes de Brut sur les plateformes. Et c'est de là qu'est né ce travail et cette activité que vous allez pouvoir faire avec les élèves. Pour vous expliquer globalement son contenu, il y a une première partie qui est plutôt là pour rentrer dans le sujet, s'assurer déjà que tous les élèves connaissent bien Brut, parce que si la majorité, en tout cas, est assez familiarisée à ce média et connaît assez bien les vidéos de Brut, c'est encore pas le cas de tous. Donc, on les fait rentrer par une petite activité où on leur demande de regarder 2 vidéos sur le même thème qui est le café, et on leur demande de trouver les différences et les points communs entre ces vidéos. Donc les points communs, c'est évidemment le format avec les sous-titres, la musique, les interviews au milieu, les images d'illustration, enfin un petit peu tout l'univers de Brut que l'on connaît bien. Et la différence, c'est qu'à l'intérieur de l'une de ces vidéos, il y a un expert, un chercheur dans une université américaine qui nous explique les bienfaits du café sur la santé. Et dans l'autre vidéo, il y a un directeur d'une marque de café qui explique plutôt quel est l'avantage de l'innovation qu'ils ont fait dans son entreprise pour que le café puisse se recycler plus facilement. Donc voilà les 2 différences, et à travers en fait cette distinction des fonctions des personnes qui sont interviewées dans ces 2 vidéos, on fait remarquer aux élèves que l'un donc a une parole commerciale alors que l'autre a une parole plus d'information, à titre pédagogique. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils se rendent compte que sur Brut, il y a certes des vidéos d'information, mais il y a aussi de la publicité, des publi-reportages. Alors souvent, ils le savent, mais c'est vrai que, noyé dans le flot, de toutes les vidéos que l'on peut voir, sur les différentes plateformes, parfois il est
pas forcément évident de reconnaître le contenu que l'on regarde. Et c'est justement ce qu'on va étudier avec eux. On fait une petite distinction quand même aussi entre ces publi-reportages qui sont fabriqués par Brut et jusqu'à il y a encore pas très longtemps par des journalistes dans certains cas, comme pouvait le dire tout à l'heure Aurélie Aubert. Et puis, on le distingue bien de la publicité qu'ils peuvent voir sur les plateformes Facebook, Instagram, qui rémunèrent aussi Brut par moment quand c'est placé à différents moments de leurs vidéos, mais qui là, pour le coup, sont fabriqués par des marques. Enfin, comme la publicité que l'on peut voir à la télévision de manière classique. On leur demande ensuite, comme vous pouvez le voir ici, de repérer justement les mentions qui font état que ces vidéos sont des publicités. Donc voilà, on fait un travail sur l'ensemble des plateformes pour qu'ils puissent bien repérer et puis avoir des petites clés pour les prochaines fois pour voir justement le contenu qu'ils regardent et si c'est de l'information ou de la publicité. Et puis on s'arrête sur un cas un peu particulier qui est le cas de Twitter qui, contrairement aux autres plateformes, au groupe Meta, à TikTok, n'a pas de règles particulières pour mentionner que la vidéo est un partenariat rémunéré. Donc, c'est vraiment aux médias, aux créateurs de contenu d'afficher eux-mêmes la façon dont, enfin, en tout cas, qu'ils nomment le partenariat de la façon dont ils souhaitent. Et donc là, on a pris typiquement 2 exemples de captures de posts réalisés par Brut, avec à chaque fois la mention avec. Et donc, il est difficile de savoir en fait si la vidéo avec la Ligue de protection des oiseaux est une publicité ou pas, et si également la vidéo avec Meta est une publicité ou non. Et donc là, en fait, pour avoir la réponse, même nous, on a dû contacter la LPO d'Île-de-France pour savoir s'ils avaient financé ce reportage réalisé par Brut. Ils nous ont assuré que non. Donc c'est un peu la seule manière qu'on a eu de savoir si oui ou non cette vidéo faite par Brut était un partenariat rémunéré, une publicité ou pas. On parle un petit peu avec eux de l'aspect législatif de tout ça, mais je vais passer rapidement pour pas vous prendre trop de temps. Et puis surtout, on essaye de répondre à une question des élèves qui arrive très souvent, qui est et alors, ça change quoi concrètement si on regarde un partenariat rémunéré, une publicité ou une vidéo d'information? Eh bien, on est allé chercher justement quelque chose qui leur montre ce que cela change concrètement. On a pris 2 vidéos de Brut sur le même thème, qui sont des femmes qui font des métiers euh, dans l'esprit plutôt faits par des hommes. Et donc, on est allé identifier les points communs avec eux. Donc, les points communs, c'est le thème et le format qui, là, pour le coup, ne change pas. Et ensuite, on leur fait percevoir les éléments qui pourraient donner envie de faire le métier de menuisière aluminium ou le métier de grutière et au contraire, les éléments qui pourraient ne pas donner envie de faire ces métiers. Et puis, une fois qu'on leur a fait faire ce travail-là, on leur fait analyser les scripts des vidéos. Donc, on les a toutes scriptées et on a relevé les éléments qui donnent envie de faire le métier en vert. Donc là, je vous montre les 2 exemples et les éléments qui, au contraire, ne donnent pas envie de faire ce métier. Et là, en fait, on voit concrètement sur le fond ce que cela change quand on regarde une vidéo qui est en réalité une publicité et une vidéo qui est un reportage d'information. Et bien évidemment, le discours porté par les personnes qu'ils ont suivies, donc la menuisière aluminium et la grutière, ne sont pas les mêmes. La menuisière aluminium, évidemment, comme c'est le cas dans le cadre d'un partenariat où l'entreprise finance Brut pour réaliser ce sujet, on se doute bien qu'elle ne va pas dire du mal de son métier ou de son entreprise. Et là où, par contre, la grutière a une parole totalement libre et explique justement les discriminations qu'elle subit au quotidien dans son métier, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant. Et pour matérialiser un petit peu plus cela, parce qu'on ne peut pas non plus affirmer que le métier de menuisière aluminium est, où elle peut subir des discriminations, évidemment, ça, on ne peut pas le faire. On demande aux élèves, en fait, s'ils avaient dû réaliser la vidéo sur la grutière et que cela avait été une publicité, quels éléments ils auraient enlevés. Et là, pour le coup, tout est beaucoup plus clair pour eux. Évidemment, toute la partie sur les discriminations, le fait qu'elle n'a pas d'endroit pour se changer, tout ça aurait de façon assez naturelle disparu en fait de la vidéo.
Donc voilà, là vraiment, on est sur le fond. Qu'est-ce que ça change quand c'est une publicité ou une vidéo d'information? On le voit bien. Pour ce qui est des chiffres, pour le coup, quand on a commencé notre travail justement pour voir un petit peu les contenus qui sont publiés sur Brut, on pensait qu'il y allait y avoir plus de publicité que ça et finalement ça représente, sur Facebook et sur Instagram environ 10 des contenus publiés par Brut, ce qui, bon, est un chiffre, mais n'est pas aussi conséquent, que ce qu'on s'était, mis en tête, en tout cas au début, où on a, commencé cette ressource. Ensuite, comme on n'a pas réussi à avoir, d'interview de Brut pour nous expliquer justement cette confusion des genres et puis, nous expliquer eux-mêmes leur modèle économique, on a repris un morceau d'interview de Guillaume Lacroix, qui est un des cofondateurs de Brut dont on a parlé tout à l'heure, qui, dans une interview sur France Inter, justifie un petit peu ce mélange des genres entre publicité et information. Et son argument dans cette interview, c'est de dire que les jeunes aujourd'hui s'en fichent de savoir si ce qu'ils regardent, c'est une publicité ou de l'information. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et c'était assez intéressant de voir parce qu'il y a un petit exercice à faire pour les élèves sur cet extrait d'interview, de voir leur réaction. En tout cas, dans certaines classes où on a été tester cette ressource, certains étaient vent debout, qu'ils s'expriment au nom des jeunes sur ce qu'ils ont envie ou non de regarder. Donc voilà, ça donne lieu à des débats assez intéressants en classe et les élèves sont parfois un petit peu, offensés des propos qui sont tenus par Guillaume Lacroix. Donc ça, c'est toute une partie, de la ressource qui est, une première séance, d'1 heure. Et puis ensuite, on rentre dans une seconde, phase, une seconde séance, d'1 heure également, où là, on va plus s'intéresser justement à pourquoi Brut, a besoin d'argent. Et bien, on fait réfléchir, les élèves à tout le modèle économique des médias, mais de façon un peu plus globale là, bah, il faut payer, les journalistes, les locaux, voilà donc bah, évidemment pour tout ça, il faut de l'argent donc c'est en partie pour ça que Brut fait ses publi-reportages. C'est aussi pour financer, bah, l'ensemble, de leur contenu. On est tombé enfin, on met également un article du Monde qui explique que, bah, justement, ces, contenus publicitaires, ça représente environ 60 du chiffre d'affaires de Brut. Donc on voit bien que c'est une part conséquente, de leur chiffre d'affaires qui repose sur ces, sur ces publi-reportages, pardon. Et puis ensuite, on leur montre une vidéo, de showroom privé, enfin d'une publicité de showroom privé qui a été diffusée à la télévision et on fait réfléchir aux élèves sur pourquoi ce genre de vidéo, de publicité ne pourrait pas marcher sur les réseaux sociaux. On leur demande tout simplement ce qu'ils feraient en voyant, ce genre de contenu. Eh bien tout simplement, ils zappent, ils nous disent eux-mêmes, «Je regarderai même pas». Et donc c'est pour ça que Brut fait justement, enfin raconte des histoires, autour, de leur publicité, en tout cas de leur partenariat. C'est pour que, bah, on puisse rester sur ce contenu et que ce contenu, puisse être vu. On fait également, analyser aux élèves une interview, justement de Aurélie Bouvard qui travaille, à Showroom Privé et qui explique pourquoi eux, en tant que marque, ils ont fait appel à Brut, pour réaliser, des vidéos en partenariat. Donc, bah, là, elle explique tout simplement que c'est pour toucher un public jeune. C'est pour leur force de frappe aussi puisque, bah, ils génèrent, plusieurs, milliers de vues. Et puis, elle nous explique aussi que ça rentre dans, leur politique de RSE. Donc nous, au début, RSE, on voyait pas très bien ce que c'était. On n'a pas fait des études d'économie, au pôle studio, donc on n'a pas tout de suite compris, ce que c'était et globalement, c'est, des objectifs, que les entreprises sont obligées de remplir pour avoir un impact social et environnemental positif sur la société et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup des publi-reportages, faits par Brut ne vendaient pas des produits ou en tout cas très rarement, mais c'est plutôt l'image des entreprises qui est mise en avant dans ce genre de vidéos et en fait, c'est typiquement parce que, les entreprises ont l'obligation légale de mettre en place des activités de RSE et les entreprises qui ont des moyens se disent: «Tant qu'à faire, tant qu'à mettre en place ces activités, autant, les valoriser et qu'elles aient un impact positif sur notre image de marque» et donc elles font appel à Brut pour justement mettre en avant tous ces dispositifs qui sont mis en place. J'ai le souvenir, et on en a, mis plusieurs, dans la ressource, mais, d'une, vidéo, de Orange qui permet à leurs salariés de prendre, 1 an sabbatique pour qu'ils découvrent un autre métier. Donc on a une vidéo de Brut
qui part à la rencontre d'un salarié d'Orange qui est devenu humoriste. Voilà, et c'est typiquement ce genre de choses qui rentrent dans les politiques RSE des entreprises que Brut met en avant dans ses vidéos. Et donc, ça participe évidemment au modèle économique de la plateforme. Enfin, on a évidemment pris un regard un peu plus large sur tout ça et on s'est concentré sur Brut, sur la grande majorité de cette activité, mais évidemment, on est aussi allé voir chez leurs confrères, donc Combini et Loopsider, qui ont un modèle économique qui, pour le coup, se rapproche beaucoup de celui de Brut. Autant on a trouvé très peu d'informations sur comment faire un partenariat avec Brut sur leur site et d'accessible, en tout cas pour le grand public, autant chez Loopsider, c'est assez clairement affiché. Et justement, n'ayant pas eu d'interview de Brut sur le sujet, on est allé interviewer Johan Hoefnagel, qui est directeur des publications chez Loopsider, et qui nous explique justement cette confusion des genres entre information et publicité. Il est assez transparent sur le sujet, ce qui est assez intéressant, puisqu'il apprend pas mal de choses aux élèves, où il explique que, bah oui, ils essayent de mettre en place des garde-fous pour que la personne qui regarde la vidéo sache si elle regarde une publicité ou une information. Contrairement à Brut, Loopsider a le logo de la marque qui tourne avec leur logo en haut en permanence pendant la vidéo. Il nous explique qu'évidemment, c'est pas suffisant, mais que il faut aussi que ces vidéos soient vues pour que les entreprises continuent à faire appel à eux pour réaliser ce genre de contenu. Et puis, il nous explique aussi que réaliser ce genre de contenu, ça permet en parallèle d'avoir de l'argent pour réaliser les reportages d'information. Et donc, c'est là où on peut justement tirer le fil avec les élèves pour parler du modèle économique des médias de façon globale. Voilà, évidemment, tout ça est disponible sur le site du Clémy. Donc, vous pouvez tout retrouver. On a une page en classe qui sont des modules d'éducation aux médias clés en main. On vous a tout fait, la fiche pédagogique, le diaporama à projeter en classe, comme je viens de vous le montrer. Tous les documents élèves, vous retrouverez tout de clés en main dessus. Et donc, on en a un sur le modèle économique de Brut et puis on en a 4 autres. J'en profite pour faire notre petite pub. N'hésitez pas à les regarder. Voilà. Si vous Voilà. avez des questions, n'hésitez pas. Merci Valériane, effectivement. Donc, si vous avez des questions, et donc voilà, les ressources du studio, toujours de grande qualité, les ressources en classe et les autres également. Et un bon complément à cette présentation qu'on vient d'avoir sur Brut, donc qui permet de faire un tour un peu complet. Donc, je vous propose, il est 16h10. Si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Aurélie Aubert d'avoir été parmi nous pour cet exposé fort intéressant sur Brut. Merci Valériane et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.